IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes et à tous, à nous de la du Miroir ce soir, avec deux invités dans les studios, rien que pour vous, auditeurs, auditrices, deux invités. Il s'agit de Madame Johar Sy Ahmed et de Monsieur Gérald Leroy-Terquem, au sujet d'un livre qu'ils ont coécrit tous les deux, qui s'appelle Les processus de guérison, et en sous-titre Accueillir et déployer ses émotions pour guérir, aux éditions d'Angle. On va accueillir tout de suite Madame Johar Sy Ahmed, qu'on a déjà eu pour le petit livre qui s'appelait Comment développer son intuition quand on a l'esprit fermé. Même quand on a l'esprit fermé, qu'on avait accueilli à peu près un an et demi. Et je suis très contente de vous retrouver ce soir. Merci, moi aussi. Alors, tous les deux, vous êtes psychiatre, on peut dire. Non, vous êtes psychanalyste. Psychanalyste. Pouvez-vous définir un peu? C'est-à-dire que je ne suis pas psychiatre, c'est-à-dire j'ai un doctorat de psychopathologie et de psychanalyse, et donc je reçois des personnes en entretien et en consultation, d'entretien individuel et en consultation, et aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, en groupe. Vous êtes aussi hypnothérapeute, praticienne de la respiration holotropique et formatrice. Vous avez fondé l'Institut des champs limites de la psyché, la ICLP, et vous êtes l'auteur de Psychanalyse des expériences exceptionnelles. La fondation de l'Institut des champs limites a été faite avec aussi Gérald Leroy-Terquem. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis contente que vous parliez ce soir, parce que la dernière fois vous étiez présent, mais vous étiez resté muet. C'est normal pour un psychiatre. Merci de m'accueillir. Voilà, donc là vous avez écrit ce livre tous les deux, donc on ne sait jamais vraiment, à quelques exceptions près, qui a écrit, si c'est vous madame ou si c'est vous monsieur, les processus de guérison. Donc et vous dites que ce livre a été fait aussi parce que vous avez été très déçu en tant que thérapeute des années de voir des patients qui ont été des années en analyse sans qu'il y ait franchement un moindre changement. C'est valable pour tous les deux. Oui, mais enfin, notre cheminement nous a aussi amené à découvrir de nouveaux modes de thérapie. La psychanalyse est toujours restée pour nous, une sorte de socle ou on peut dire de noyau de référence. Mais ceci nous a pas empêché aussi, dans un souci d'être thérapeute, de nous former à d'autres, ou d'être sensibilisés à d'autres approches, notamment à l'hypnothérapie, à la PNL, à la respiration holotropique, entre autres. D'accord. En ce qui vous concerne, Madame Johar Sy Ahmed, vous dites que quand vous étiez petite, j'aimerais que vous ayez toujours été intéressée un peu par les phénomènes paranormaux aussi. Parce que quand vous étiez petite, vous aviez une cousine qui croquait, on peut dire, du feu. Vous pouvez nous raconter l'histoire? Oui, c'est une histoire effectivement, qui avait fasciné une petite fille à qui on avait appris à pas jouer avec le feu, que c'était très dangereux. C'est-à-dire, ce que j'ai compris plus tard, évidemment, c'était qu'au moment de son aura épileptique, juste au moment des prémices de sa crise d'épilepsie, elle prenait des braises dans la cheminée qu'elle croquait sans jamais se brûler. Et donc cet épisode est resté complètement énigmatique dans ma tête, avec au fond de moi l'envie de comprendre un jour ce qui se passait. Et c'est bien des années après, lorsque j'étais en formation d'hypnothérapie, notamment avec le docteur Chertok, que j'ai entendu, que j'ai vu, qui nous a présenté un film qui avait été réalisé par les laboratoires Sandoz, je crois à l'époque, et qui montrait un peu le contraire de ce que j'avais vu moi, c'est-à-dire qu'une patiente mise sous hypnose, l'hypnothérapeute sortant une pièce de sa poche, lui disait « Madame, je vous mets sur votre bras une pièce brûlante », alors que c'était une pièce de monnaie qui était sortie de la poche. Et au stupeur, quelques heures après ou une heure après, on voyait apparaître un flic-tête, c'est-à-dire une brûlure du second degré, là où la pièce avait été mise, une pièce froide sortie de la poche. Donc celle qui ne devait pas se brûler, c'est-à-dire la dame à la pièce, se brûler, enfin présenter toutes les manifestations d'une brûlure, et celle de mon enfance qui aurait dû se brûler était dans une aura, ce qu'on appelait l'aura épileptique, était dans un état de conscience tel que quelque chose d'autre se passait qui faisait qu'elle ne se brûlait pas. Et donc c'est tous ces questionnements et plein d'autres qui nous ont amené à nous poser des questions, à essayer de comprendre de quel état de conscience il s'agissait. Je crois que le fil conducteur de ce livre, c'est l'état de conscience. De quel état de conscience s'agit-il
lorsque nous nous trouvons, lorsque nous réagissons d'une certaine façon à tel ou tel événement. Vous parlez d'un certain Grodek. Oui. Vous pouvez nous dire un peu qui est cet homme? Alors Grodek était un des psychiatres, un des comment dirais-je, une personne qui gravitait autour de Freud et qui a le premier, à l'époque déjà, mis au point, notamment dans le livre du Ça, a posé un certain nombre de questions et a montré que le corps et l'esprit étaient liés et qu'on pouvait pas traiter les maladies somatiques sans passer par l'esprit, ni l'esprit sans passer par le corps. Et donc on peut dire que c'est l'ancêtre de toutes les thérapies actuelles, des thérapies qui insistent sur la liaison si importante entre le corps et l'esprit. Donc on peut dire que c'est vraiment le précurseur de ce travail. Grodek a été un des premiers à poser que toutes les maladies du corps avaient un sens. C'était le premier, vraiment. On peut dire, oui. C'est quelle année, Grodek? C'est autour des années 1910-1920. Ouais, donc c'est quand même... Oui. Alors, il y a une citation que vous citez dans votre livre que je ne retrouve pas alors que j'avais dit qu'elle était là. Mais c'est pas grave, je vais peut-être vous la retrouver plus tard. Si, voilà. Il n'est point de souffrance psychique qui ne soit aussi vécue dans le corps. Il n'est point de souffrance du corps qui ne soit aussi psychique. C'est-à-dire les deux marchent ensemble. Absolument. Une façon de dire qu'il y a une sorte de continuum entre les maladies du corps et les maladies de l'esprit ou de l'âme. Oui, et je crois que c'est tout notre cheminement. Vous avez parlé tout à l'heure de notre déception en ce qui concerne la psychanalyse. C'est vrai que c'est pas la psychanalyse en soi, parce que pour certains patients, la psychanalyse est tout à fait efficace et adéquate, et les gens sont très contents, ont évolué avec leur analyse. Mais c'est lorsque des racines de la souffrance se trouvent très très loin dans notre histoire, c'est-à-dire au niveau de notre gestation ou même au niveau de ce qui s'est passé dans notre généalogie, que la parole, le récit du rêve ou le récit de la parole en séance est inapte. La parole est inapte à aller chercher ces informations et qu'il faut passer par autre chose. Il faut passer par une modification de l'état de conscience plus ou moins grande qui permet au sujet de ramener ce matériel. Vous dites dans votre livre que la médecine moderne fonctionne souvent selon un modèle informatique. Parce que voilà, vous expliquez qu'on passe par des radios, des analyses, et que le médecin, maintenant, il est avec son ordinateur et il a carrément aussi des cases à cocher, et puis comme ça, il aura le traitement qui va être donné. Et c'est surtout pas ça, ce livre. Il y a aussi cette phrase assez sympa qui dit que l'idée qu'on se fait d'une maladie est indissociable de l'idée que l'on va se faire de la guérison aussi. C'est-à-dire que quand on vous annonce que vous avez quelque chose de grave, il y a de grandes chances que vous disiez que c'est incurable. Donc c'est aussi... Et puis vous vous demandez aussi, est-ce qu'il faut se protéger, faut-il se protéger de la maladie, ou nous demander si la maladie ne nous protège pas? Et qui va répondre à cette question? Je pense que c'est précisément Grodek qui a soulevé l'hypothèse en disant que lorsqu'on est malade, eh bien, on devient d'une certaine façon assisté par son entourage. On peut aussi régresser dans un statut d'assisté, qui est aussi le statut du petit enfant. Et finalement, il y a là tout un ensemble de bénéfices à la fois conscients et inconscients, qui font que finalement, être malade peut représenter une masse ou une très grande quantité de ce qu'on appelle des bénéfices secondaires. Oui, ça vous en parlez en fin de livre, oui. Pardon ? Vous en parlez, ces fameux bénéfices secondaires, voilà, qui sont importants, puisque c'est aussi ces choses qu'on met en place. De temps en temps, on retombe tout le temps dans les mêmes travers, parce qu'on en tire des bénéfices secondaires sans s'en rendre compte. Mais vous allez important. Et puis aussi, on a développé aussi dans notre ouvrage un autre aspect, c'est que être malade peut être une catastrophe pour le conscient, mais pour l'inconscient, ça peut répondre à une quête inconsciente, voire même, certains parlent de jouissance inconsciente du symptôme ou de la maladie, qui est d'ailleurs, c'est aussi Grodek qui a un des premiers soulevé l'hypothèse en disant que une maladie pouvait être d'une certaine façon un chef-d'œuvre de l'inconscient.
Mais qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, l'inconscient, dans ces cas-là? Il essaye quand même de nous dire quelque chose, puisque vous avez fait le rapport entre le maladie, etc. Donc ça, c'est tout le travail de la thérapie, c'est tout le travail de l'approche. C'est-à-dire que le premier point, c'est effectivement déjà que le sujet commence à accepter l'idée, c'est pas toujours évident, que sa maladie, aussi bizarre soit-elle, aussi médicale soit-elle aussi, a un sens, que ce n'est pas par hasard que nous tombons malades à un moment donné. Mais ça, c'est un peu connu un petit peu aujourd'hui. Mais quand on a affaire, quand on tombe malade de façon psychiatrique ou somatique ou les deux, eh bien, il est déjà le premier point, c'est d'arriver à penser les choses de cette façon que la maladie me dit quelque chose, hein, comme on dit le mal a dit ou la mal a dit. Le mal a dit, c'est quelque chose qui n'est pas insensé. Ça a un sens. Donc ce sens, il est complètement évidemment inconscient, il est travesti, donc tout le premier travail, disons, de déconstruction du travail de la thérapie, c'est d'arriver à prendre conscience ensemble, thérapeute et patient, que ça a un sens. Et donc à partir de ce moment-là, quel sens ça a? Comment se fait-il que dans la trajectoire de vie, à ce moment de son existence, eh bien ce truc-là, cette maladie-là va arriver. Donc quand on commence à se dire ça a un sens, c'est déjà beaucoup plus dynamique que de se dire ça m'est tombé dessus. Hein, c'est quelque chose qui m'est tombé dessus. J'ai attrapé une grippe. Voilà, j'ai attrapé une grippe au passage. Ouais, j'ai couru derrière. Alors, vous dites qu'un médecin qui écoute est souvent plus utile qu'un médecin qui prescrit. Et vous vous demandez, guérir, oui, mais de quoi? De quoi on guérit finalement? Voilà, guérir de quoi? Guérir de ce qui a été à l'origine, puisque quelque chose ne pouvait pas se dire, quelque chose ne pouvait pas être traité par notre psyché, par notre vie intérieure, hein, quelque chose d'un trauma, de situations terribles, de toutes ces situations difficiles qui n'ont pas pu être métabolisées par notre psyché. Eh bien, à ce moment-là, il faut bien que ça se fraye un chemin, que ça puisse se dire d'une façon évidemment codée, transformée par un organe du corps ou par un délire ou pas. Eh bien, l'idée c'est qu'on va guérir de ce qui a été à l'origine de cette espèce de dérapage qui fait qu'au lieu de pouvoir exprimer et traiter les choses qui me sont arrivées à mon insu, mais qui ont été dramatiques, qui ont fait effraction dans ma psyché, eh bien, au lieu de passer à côté, je vais mettre au jour, hein, ouvrir les caves et comprendre un peu les raisons de l'apparition de cette maladie. Voilà, guérir de quoi, c'est ça. Enfin, guérir de quoi? Je voulais ajouter aussi que lorsqu'on dit qu'une maladie a un sens, ça signifie a un sens par rapport à ce qui est vécu par le patient. Et ce qui est vécu, c'est en général un vécu traumatique. Et il se trouve que à un moment donné, ce vécu traumatique peut être tellement intense qu'il en devient impensable. Donc il ne peut plus trouver de place dans la vie psychique, et c'est à ce moment-là que ce sens impensable va trouver à s'exprimer dans le corps et par une maladie, qui peut être une maladie somatique, mais qui peut aussi être une maladie psychiatrique, hein, ce que nous avons développé dans notre ouvrage. Mmh. Alors vous dites, c'est à la page 46, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, pour l'inconscient, dans ses dimensions les plus archaïques, il en va tout autrement. De son point de vue, la maladie est une création, voire un chef-d'œuvre, c'est ce que vous disiez, hein, une manière d'exprimer sur un mode symbolique dans la réalité biologique du corps ou dans une pathologie mentale, la souffrance inhérente à des vécus traumatiques menaçant la survie de la psyché, incapable de ce fait de métaboliser ce à quoi elle est confrontée. J'aime bien lire un peu du livre, comme ça montre aux auditeurs que c'est un livre qui est abordable, qui n'a pas des termes trop difficiles à comprendre. Et vous l'avez parfaitement lu. Voilà, et c'est exactement ce que vous veniez de dire à l'instant. Hein, c'est-à-dire que ça peut être aussi un chef-d'œuvre. Alors, vous dites qu'il y a 4 types de maladies dans votre livre. C'est puisqu'on est quand même à la page 49, les quatre types de maladies et de traitements qui sont à considérer. La première étant la pénétration de l'objet maladie. Vous dites que seul le guérisseur pourra l'extraire du corps malade. Oui, ça c'est une incursion qu'on a fait un petit peu dans les approches anthropologiques et dans les approches chamaniques de la maladie. C'était pour montrer un peu que depuis toujours, on catégorisait un petit peu le type de maladie. Effectivement, dans une tradition chamanique, on va poser l'objet dans l'effraction
Et puis l'objet maladie dans l'effraction, et qu'il va falloir retirer l'objet, ou bien la maladie est déclenchée par le fait que l'âme du sujet a pu sortir de son corps et qu'il faut récupérer l'âme. Mais ça, c'est dans des traditions chamaniques et anthropologiques. Ce qu'on voulait dire en faisant référence à ça, c'est que en changeant les mots, c'est un peu de la même chose dont il s'agit. Gérald vient de rappeler que la maladie, c'est quand la psyché du sujet a été débordée. Tout se passe un peu comme si une maison dans laquelle on est très bien installé, la maison étant notre monde intérieur, où on se sent très bien, et puis brusquement, il y a une inondation telle que plus personne ne peut se sauver. Il y a une espèce d'effraction. On appelle ça une effraction. Il y a un événement qui est tellement fort, tellement important, tellement intense, qu'il va faire effraction dans ma vie psychique, et que cette effraction est tellement forte que je n'ai pas les capacités pour combler, un peu comme une inondation brutale qui fait qu'on n'a pas les capacités pour endiguer ça. Et bien, c'est ça qui crée la maladie. Ça fait une espèce de béance. On dit ça, une béance dans ma psyché. Et donc, pour pouvoir un petit peu survivre, puisque c'est une question de survie, eh bien, quelque chose en moi va se dire autrement sous la forme de la maladie, qu'on va ensuite définir de telle ou telle façon, selon les contrées, selon les traditions, selon comment dirais-je, selon les traditions culturelles. Hein? Voilà. Donc, 4 types de maladies: la pénétration de l'objet malade, la perte d'âme, la possession démoniaque ou la violation volontaire ou pas d'un tabou. Alors ça, c'est selon la nature de ce dernier, ce tabou, on aura recours à un guérisseur ou encore à la confession. On retrouve trace de ces croyances en Occident à travers la notion de péché et l'effet pathogène du sentiment de culpabilité. Ça arrive encore des gens qui ont l'impression d'avoir péché ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors après, effectivement, il faut décoder avec eux. On va avoir le sentiment d'avoir péché parce qu'on est un survivant. D'une catastrophe, par exemple. C'est une culpabilité terrible. Elle est aussi forte que d'avoir, insulté Dieu ou je ne sais quoi. On peut trouver des personnes qui ont une culpabilité parce que ils n'ont pas pu s'occuper des parents. Tout dépend. Il y a des degrés différents de culpabilité, évidemment. Mais on peut retrouver ça, et on peut retrouver aussi des gens qui ont tourné le dos à la religion dans leur famille, ou tourné le dos à des traditions. Et donc il y a une partie d'eux-mêmes qui va être extrêmement contente et qui va de l'avant parce qu'elle a décidé de tourner le dos aux traditions. Puis il y a une autre qui va être évidemment culpabilisée, parce que c'est pas toujours facile de tourner le dos à des traditions, surtout lorsqu'elles sont extrêmement sévères et posées. On va peut-être faire une première pause musicale, on se retrouve juste après. Round and round and round a melody, round and round and round a harmony, round and round and round a melody, harmony, melody, steadily round and round, round a melody, round and round and round, memory, round and round and round, melody, memory, melody, merrily, merrily. Alors il s'agit de Henri Soul, un musicien comme ça qui chante, qui fait une musique un peu connue. C'est un peu comme la vie, cette espèce de musique. On a l'impression des fois dans notre tête que ça court de partout, qu'on a des idées plein la tête et qu'on sait plus très bien où donner de la tête. Nous sommes dans cet au-delà du miroir, dans cette deuxième partie avec Joharsi Ahmed, Gérald Leroy-Terquem. Nous parlons des processus de guérison, accueillir et déployer ses émotions pour guérir. On a vu que déjà on avait bien accueilli là. On a parlé, je pense, du fait d'accueillir, c'est-à-dire de reconnaître. Donc les accueillir, les déployer ses émotions. Pourquoi faut-il déployer ses émotions pour guérir ? Alors, je vais vous répondre une première partie à cette question. Lorsque il y a l'effraction dont on parlait tout à l'heure, le trauma entraîne une espèce de suspension en nous. C'est comme si comme une espèce de son qui reste suspendu, de mouvement qui reste suspendu lorsqu'il y a cette effraction traumatique. Qu'elle ait lieu lorsqu'on était fœtus, quand on était bébé, quand on était enfant, ou qu'elle ait eu lieu plus haut chez nos ancêtres. Donc, le mouvement de la vie voudrait qu'on aille jusqu'au bout. Lorsqu'on réprime ces émotions, on sait que ce sont les émotions, la répression des émotions qui nous rendent malades. Et je vais m'expliquer. Lorsque deux personnes subissent le même traumatisme, deux personnes de même sexe, de même conditions socioculturelles, de même âge, subissent le même trauma, vivent la même chose, le même trauma, le même accident,
Et elles n'ont toutes les deux rien eu, entre guillemets, sauf le choc. Il y en a une des deux qui va reprendre sa vie en ayant un tout petit peu d'angoisse si elle repasse par cet endroit, mais peu à peu, elle va très bien gérer les choses et reprendre sa vie. Ça fait partie de sa vie. Et puis, il y en a une autre qui va développer quelque chose de dramatique. Elle va éprouver juste des crises d'angoisse ou des crises de tétanie ou une impossibilité d'avancer. Bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la façon qu'elle a eue de gérer ou de mal gérer cet événement qui est à l'origine de son malaise. C'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience qui va venir. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le fait de déployer, c'est-à-dire le travail que l'on propose de différentes manières, c'est de revenir à ce moment du trauma, de redéployer l'énergie et le sentiment bloqué, les émotions bloquées, de les déployer et d'aller jusqu'à leur achèvement. Et lorsqu'elles ont été à leur achèvement, on assiste à une résolution, ce qu'on appelle une résolution des symptômes, une résolution de la maladie. Et donc, ce qui bloque et ce qui fait avancer, ce sont les émotions. Ce qui bloque, ce sont les émotions cachées, censurées, et ce qu'on dit en psy, clivé de la représentation, c'est-à-dire on a d'un côté l'histoire qu'on se raconte comme un cas qu'on a présenté, et puis de l'autre côté les émotions qu'on a oubliées, qui étaient liées à cet événement. Le fait de les retrouver, de les réassocier, de les déployer jusqu'au bout, eh bien, entraîne la résolution de cet état. Et la résilience. Et on peut aussi, à cet égard, rappeler que l'étymologie d'émotion renvoie à l'idée de mouvement intérieur, autrement dit, une possibilité de mobiliser ce qui était jusque-là bloqué, quand on peut retrouver la très forte émotion liée à l'événement traumatique. D'où l'intérêt d'être à l'écoute de ces émotions et de ne pas les rejeter, au contraire de les écouter comme étant des beaux ou des belles messagères. Disons que ça peut être le début de ce qu'on a intitulé dans notre livre les processus de guérison. C'est on peut dire un primum movens au vrai sens du terme. Là, on arrive tout de suite plus loin dans votre livre. Bon, on peut, vous disiez que finalement 2 personnes qui sont sujettes au même accident ne réagiront pas pareil. Mais s'il y a résilience, c'est-à-dire si on en est au moment de la résilience, quand c'est terminé, vous dites que la résilience est une capacité dont disposeraient certains sujets privilégiés, pour tout dire, ceux qui ont pu se constituer une bonne mère intérieure ou une suffisamment bonne mère intérieure. Pourquoi vous mettez la mère dans l'histoire? Enfin, moi je le sais parce que j'ai lu le livre, mais pourquoi vous mettez la mère dans l'histoire de la résilience? Parce que lorsqu'on parle du déclenchement d'une maladie, qu'elle soit psychiatrique ou somatique, on est dans ce qu'on appelle les niveaux les plus archaïques du fonctionnement mental, ceux qui nous ramènent aux premiers âges de notre vie. Et en cette époque, le personnage de la mère avait une importance absolument primordiale. L'existence même est suspendue à la qualité du lien à la mère et la qualité des soins apportés par la mère. Donc, il se trouve que certains sujets qui ont eu la chance d'avoir une mère dite suffisamment bonne ont pu intérioriser cette instance maternelle, ont accès à la possibilité d'une réassurance intérieure, parce qu'il y a cette bonne mère en eux. Lorsque ce n'est pas le cas, les sujets peuvent se trouver particulièrement démunis face aux situations de stress ou aux situations traumatiques, et il va échoir finalement, évidemment dans certaines circonstances, à certains moments, il va échoir au thérapeute de jouer le rôle de cette bonne mère archaïque face à son patient. Voilà. Comment on peut répondre très brièvement à votre question qui mériterait des prolongements. On va y revenir sur le côté de la mère, mais moi j'aime bien ça. Donc résilience, vous écrivez que ça veut dire résilier, ça c'est bien aussi, hein, c'est tirer un trait sur... Oui, c'est le deuxième sens. Ouais, c'est tirer un trait sur le passé, sur le passé qui est douloureux. J'aimerais que
que vous développez tout un tas de choses dans votre livre, énormément. Vous parlez de Freud, etc. Mais on va plutôt aller sur ce qu'on appelle la médecine nouvelle, la médecine de Hammer. Qui peut me parler de Hammer? Je crois que c'est monsieur qui va parler de ce médecin allemand. Oui, donc Hammer était... Et est toujours. Oui, enfin il était... Je parle de l'époque de... On peut dire sa grande découverte. Hein. Il était psychiatre dans une clinique à Heidelberg lorsque, un mois d'août, son fils qui dormait sur un bateau, donc pas très loin de chez lui, a été victime d'un fou furieux qui a tiré sur lui et qui l'a blessé très grièvement. Enfin, il n'est pas mort immédiatement, mais quelques mois plus tard. Et en cette occasion, Hammer a déclenché un cancer, et pas n'importe lequel, un cancer des testicules. Et sa femme a un cancer du sein, je crois. Hein. Tous les deux, sa femme aussi. Oui, enfin, l'histoire a retenu simplement le cancer des testicules. Voilà, c'est déjà pas mal. Et donc, Hammer, évidemment, qui connaissait bien sûr les travaux antérieurs, notamment ceux de Grodeck, s'est demandé quel sens pouvait avoir ce cancer. Et par rapport à ce drame qu'il était en train de vivre. Donc, il s'est dit tout simplement... Je suis touché dans ma descendance et ce sont les cellules qui sont précisément chargées de l'assumer qui se multiplient sous la forme de ce cancer. Donc il a fait le lien là entre événement traumatique et déclenchement du cancer et qui plus est du sens dont on parlait tout à l'heure que ce cancer pouvait avoir. Et ça a été le début, on peut dire, de la médecine hammerienne qui connaît actuellement un certain nombre de développements, notamment en Belgique. Oui, c'est ça, et notamment donc sa première démarche a été de se demander s'il était le seul dans ce cas, s'il était le seul qui avait perdu un fils et qui avait déclenché un cancer des testicules, ou bien si d'autres personnes. Donc il s'est mis à faire une enquête proprement dite, c'est-à-dire à chercher toutes les personnes qui avaient perdu leur enfant, femmes ou hommes, et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte qu'effectivement les hommes déclenchaient un cancer du testicule, les femmes un cancer du sein ou des ovaires, tout dépendait de la psychopathologie et du parcours. Et donc, c'est comme ça que c'est né effectivement, comme tu dis, de la médecine hammerienne est née, c'est-à-dire qu'il s'est commencé à se dire, à constituer ce qu'on appelle un corpus, c'est-à-dire à commencer à se dire, mais à telle maladie, à tel trauma correspond telle maladie, à tel trauma correspond telle maladie. Et c'est comme ça que après, il y a eu des successeurs qui ont repris son travail. Il a aussi travaillé sur le cerveau et même mis dans le cerveau les foyers de Hammer. Les foyers de Hammer, donc, dont certaines personnes, dont un psychanalyste d'ailleurs qu'on a connu, qui est mort maintenant, mais qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qu'effectivement, les correspondances avec les maladies avaient leur illustration dans ce qu'il appelait les foyers de Hammer, qu'on voyait donc au niveau des électroencéphalogrammes. Donc, Hammer, c'est ça. Oui. Hammer a posé une triple correspondance entre localisation cérébrale, le foyer de Hammer, nature du traumatisme et localisation somatique ou corporelle de la maladie. Alors vous parlez aussi, parce que Hammer, moi je le connaissais, vous parlez de Claude Sabat. Claude Sabat, décodage biologique, c'est le successeur de Hammer. C'est ça, Claude Sabat, donc on a eu la chance de rencontrer il y a quelques années, 5-6 ans, je sais plus, donc avec lequel effectivement, qui a repris les choses, qui a repris le travail, qui est le successeur de Hammer, mais qui a fait un énorme travail, qui a repris aussi, comment dirais-je, cette nomenclature et ce corpus pour le développer davantage dans ce qu'il a appelé à la fois les maladies somatiques et les maladies psychiatriques. Donc il a fait un énorme travail, bien que peu connu, bien que pas de publication malheureusement, mais il y a beaucoup d'élèves de Sabat qui ont repris le travail, notamment en Belgique. Donc le mot décodage biologique, ça vient de lui. Le mot décodage biologique vient de lui. Tout le monde a entendu plus ou moins parler de ce terme. Oui, on redonne pas souvent la paternité de l'expression à Claude Sabat. Alors que c'est à lui, c'est-à-dire qu'il décodait biologiquement la conséquence biologique
d'un trauma. On va revenir sur le côté de la mère avec la syntonie, cette syntonie entre le thérapeute et le patient. Ça, vous en parlez. Je pense que c'est vous qui avez écrit le passage. C'est très féminin. Je sais pas. Peut-être que c'est vous. Alors je sais pas. C'est pas grave. En tous les cas, on sent que aussi un côté masculin. Voilà. Ce qu'on sent, c'est qu'il y a vraiment un abord du patient très maternel. Et c'est vrai. Donc en fait, je pense que c'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans cet ouvrage, et on va revenir à la mère suffisamment bonne, puisque tout est dans le suffisamment. C'est-à-dire que l'accueil, on parlait d'accueillir ses émotions, mais il y a d'abord l'accueil du patient. Donc l'accueil du patient et le fait de se mettre en relation, de se mettre au service, de mettre sa psyché, sa propre psyché, au service de ce qui se passe chez le patient, ça a été pour nous une nécessité absolue depuis le début de notre pratique et jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose de fondamental. Si le sujet n'est pas accueilli, surtout que ce sont en général des personnes qui ont eu justement des défaillances dans les relations premières à leur mère, des défaillances très grandes, parfois même quand ils étaient en gestation, qui sont nés souvent avec des problèmes plus ou moins importants, qui ont eu des défaillances maternelles où la mère est morte, où il y a un substitut maternel, enfin plein d'événements que connaissent pas mal de personnes. Eh bien, le fait d'accueillir déjà, de trouver un lieu et une personne qui met cette partie maternante au service de ce qui va se jouer dans ce travail de thérapie, c'est absolument capital pour nous. Vous dites que pour accompagner correctement le patient dans ce travail, le thérapeute doit se trouver donc en syntonie avec lui. La syntonie est pour l'Herminio, je ne sais pas qui est l'Herminio, un psychiatre belge. Un neuropsychiatre belge. Donc c'est pour lui la capacité de ressentir ce que ressent l'autre, d'amplifier en soi la résonance qu'il déclenche et en retour de lui donner accès à notre propre ressenti. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le patient, il se sent plus tout seul, dans la mesure où il y a quelqu'un qui l'a entendu et qui l'a écouté pour ce qu'il est. Et dans la mesure où, en fait, ce qui se passe chez le patient, ce que dit le patient, on doit le laisser entrer en soi pour qu'il fasse résonance, qu'il entre en résonance en soi. C'est-à-dire qu'on le prenne à l'intérieur de soi pour le redonner au patient, et en lui redonnant ce truc qu'on a un peu compris, intégré en soi, eh bien c'est une façon de lui dire effectivement non seulement qu'on comprend, mais qu'on peut l'aider à dépasser ça. Il y a déjà des psychanalystes anglais notamment qui avaient décrit ce principe et ce système, ce mécanisme qui se passe entre la mère et le bébé. Entre la mère et le bébé, c'est-à-dire quand un bébé qui ne sait pas penser, qui ne sait pas se porter tout seul, a des crises d'angoisse, etc. En fait, il envoie de façon quasi empathique ces éléments à la mère, qui va les traiter, les digérer, et puis les lui redonner, pas toujours en parlant, ou en chantonnant, ou en le portant, etc. Et ce qui fait que ces éléments qui étaient complètement déstructurants chez le bébé vont revenir, travaillés par la psyché de la mère, vont revenir de façon tout à fait portante, confortante, et calmante et apaisante chez le bébé. Donc cette fonction avait déjà été décrite. Donc l'Herminio, par exemple, et nous-mêmes, nous l'avons développée dans l'actualité de la thérapie, dans l'ici et maintenant de la séance, qu'elle soit hypnothérapie, qu'elle soit entretien de psychothérapie, qu'elle soit holotropique, quel que soit l'abord que nous utilisons à un moment ou à un autre, eh bien cette approche, cette façon d'être une maman suffisamment bonne à l'égard de ce patient est importante. Ça ne veut pas dire qu'à un moment on ne deviendra pas, effectivement, il y a la structure, le cadre est posé, tout ce qui concerne le père est là aussi très présent, mais cette attitude intérieure est capitale. Là, vous avez parlé de l'archaïsme tout à l'heure. Vous pouvez nous redonner une définition de l'archaïsme ? Alors, l'archaïque, si on devait faire la comparaison toute métaphorique avec une maison, l'archaïque serait les fondations. C'est-à-dire ce qui est au fondement même de la vie psychique et qui également se réfère et se met en place dans les tout premiers âges de la vie, voire même pendant la gestation. L'archaïque renvoie bien évidemment aussi aux toutes premières relations du bébé à sa mère, même du fœtus à sa mère. On peut dire que c'est aussi, on peut parler de niveau de fonctionnement de la vie psychique.
où l'altérité, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la relation à l'autre, n'existe pas, qui n'existe dans ces périodes-là qu'une relation du sujet à lui-même, et il va revenir à la mère et à la psyché maternelle le fait d'étayer, de conforter cette relation du sujet à lui-même avec tout ce que ça peut impliquer en termes de ressenti, d'image de soi, etc. Et comment vous arrivez à définir que le problème est archaïque, c'est-à-dire que ça vient, que c'est complètement inconscient, que ça vient d'un moment où vous arrivez à le retrouver, parce que c'est tellement ancré dans la... je sais pas si on peut le retrouver comme ça, mais je disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont très contents de leur psychanalyse parce que ce dont ils souffraient a pu très bien être retrouvé, déployé, travaillé, interprété dans une analyse, et ils vont très bien, ils sont très contents de leur analyse. Pour d'autres personnes, la symptomatologie qu'ils présentent, grave ou moins grave, eh bien, continue à exister, même s'ils ont, comme on dit, compris ce qui se passe en eux, mais comme si, moi j'appelle ça les racines des racines des racines, comme si les racines très lointaines de ma souffrance, les racines de ma souffrance sont très très loin dans ma vie, et que la parole n'est pas suffisante pour aller les chercher. Autrement dit, l'état de conscience dans lequel se déroule habituellement une thérapie, une psychanalyse, une psychothérapie en face à face, ne suffit pas dans ces cas-là, parce que il faut aller creuser beaucoup plus loin, et pour cela, c'est ce qu'on a découvert et ce qu'on explique un peu dans notre ouvrage, c'est qu'il faut permettre, proposer, autoriser un changement d'état de conscience qui permet d'ouvrir davantage sa conscience et donc d'accéder davantage à son inconscient pour pouvoir mettre au jour ce qui pose problème et ce qu'on ne pouvait pas atteindre. C'est pas parce que la psychanalyse ne va pas, c'est parce que dans certains cas, elle n'est pas adaptée. Et notamment ce qui se joue dans ces niveaux archaïques. Oui, alors il y a cette très belle histoire de la jeune fille qui est adressée à Jung, et il se met à chanter. Vous pouvez la raconter, et finalement il la sort de son problème. Ben, je pense que Jung a fait de l'hypnose ericksonienne avant l'heure. Mais il a fait de l'archaïque, c'est de l'archaïque. Il a fait, c'est-à-dire qu'il s'est branché sur effectivement les fondations de cette jeune fille. Donc en fait, voilà, c'est typique de la question que vous m'avez posée il y a quelques secondes. Cette jeune fille souffrait d'une insomnie gravissime, irréductible à tous les autres traitements. Donc elle avait été voir, et puis probablement de guerre lasse. Son médecin l'envoie à Jung, qui était psychiatre. On dit, écoutez, fais quelque chose, parce que moi et puis Jung, il avait très peu de temps, il avait 1 heure devant lui. Il devait partir, la jeune fille devait partir, bref. Et puis il se met, et tout d'un coup, il a une intuition qui l'écoute, et il se met à lui raconter une histoire de voile, que lui adorait faire, justement. En chantant. Lui adorait ça. Et en fait, il chante la mère en lui. Il chante la mère et la mère. Donc, il raconte un peu ce bateau, mais probablement que pris lui-même dans un état un peu hypnoïde, il s'est mis à raconter ça avec une certaine voix, un certain ton, et donc de bercement, etc. Et puis, l'heure s'est terminée comme ça, et puis la jeune fille est partie. Et puis, plus de nouvelles, parce que c'était pas sa patiente, elle devait partir. Et ce n'est que, je ne sais plus combien de temps, 1 an après, lors d'un colloque, donc il rencontre ce médecin, le médecin qui lui avait envoyé cette jeune fille rencontre Jung, et lui dit, dis donc, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette jeune fille? Il dit, j'ai juste chanté, mais je lui ai raconté une histoire. Il pouvait pas lui dire qu'il avait chanté la mère en lui, ou il avait chanté la berceuse que sa propre mère lui chantait. En tous les cas, il l'avait guéri. En tout cas, elle avait gagné, et surtout, on revient à l'archaïque, c'est-à-dire au soubassement, c'est-à-dire qu'il s'est transformé dans l'instant, par cette intuition géniale, en cette mère des origines qui pouvait porter son bébé. Alors après, évidemment, on n'a pas assez d'éléments pour savoir comment, pourquoi elle a été guérie de son insomnie. N'empêche qu'elle a été guérie de son insomnie. C'est une belle histoire. Voilà, c'est une très très belle histoire.
Donc toujours Henri Soul, S-O-U-L, pour cette musique. Et nous sommes dans la troisième partie de cette Au-delà du miroir, autour des processus de guérison, comment accueillir et déployer ses émotions pour guérir, avec Johar Si Ahmed et Gérald Leroy-Terken, tous deux psychanalystes et ou psychiatres. Et on va se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche finalement de guérir ? C'est dans votre livre. Hein. On en a parlé un peu. Mais déjà l'archaïsme, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de guérir ? Pourquoi il y en a qui guérissent et d'autres qui ne guérissent pas ? Alors, c'est une vaste question. Quand on est malade, on a une vision, une attitude consciente qui nous amène à considérer qu'être malade, c'est une souffrance, c'est une catastrophe, c'est un handicap insupportable. Mais pour notre inconscient, il en va le plus souvent tout autrement. C'est toute une stratégie inconsciente qui a été mise en jeu dans ce processus là aussi, qui amène la maladie à se constituer. C'est aussi le résultat de programmes qu'on appelle maintenant des programmes de survie mis en place très précocement et à l'égard duquel le sujet a pu s'aménager. Et on s'aperçoit que quand il y a un grand choc traumatique, ce sont ces programmes de survie qui sont mis en jeu et qu'à partir de ce moment-là, l'inconscient donc met en place une stratégie à laquelle l'inconscient est finalement très très accroché, qui sont fortement investis à tel point qu'on peut dire qu'il y a, et ça c'est pas uniquement nous qui pouvons l'affirmer, il y a une sorte de jouissance inconsciente à être malade. Et cette jouissance, c'est aussi, ça sera tout l'art du thérapeute que de pouvoir, d'une part, la mettre en évidence, parfois la conscientiser, mais pas toujours, et aussi la dépasser. Et c'est là aussi que les émotions vont jouer un rôle tout à fait déterminant. Alors la jouissance à être malade, comment voulez-vous que quelqu'un qui jouit finalement de sa maladie, vous lui retiriez ça, après il n'a plus rien pour se raccrocher. Il faut mettre autre chose à la place. C'est bien là le problème, et il va falloir aussi, et autre aspect de la thérapie ou de l'attitude thérapeutique à adopter dans ces situations, c'est de laisser entrevoir qu'il y a d'autres programmes d'aménagement par rapport à ces vécus traumatiques qu'il va falloir apprivoiser de façon à ce qu'un renoncement progressif puisse s'opérer à l'égard des programmes qui ont déterminé la maladie. Oui, et donc tout à l'heure on parlait de la syntonie, donc c'est bien parce qu'il y a un respect et un accueil de ce que raconte le sujet sans critique et sans jugement, qu'on peut l'amener peu à peu à se poser la question sur cette jouissance-là et sur qu'est-ce qui fait que, alors que son conscient a tellement envie de guérir, il n'arrive pas à guérir. Donc ça, c'est tout un travail. Ça nous a fait aussi beaucoup réfléchir sur la question des résistances. On dit, il résiste, celui-là, il n'arrive pas à avancer dans son travail de thérapie. Eh bien, on a découvert petit à petit, avec tous ces questionnements tout au long de ces années, que justement, les résistances, ce sont les stratégies mises en place à un moment donné de notre histoire et qui sont capitales et que je ne peux pas lever comme ça parce qu'elles m'ont permis de survivre à un moment donné. C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui a pris l'habitude de survivre parce qu'il a installé une échelle ou un balcon, il a survécu grâce à ça, et vous lui dites, il va falloir que tu retires ce balcon. Oui, vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas toucher au processus, au programme de survie. Donc en fait, il faut simplement montrer qu'il a, comme on vient de le dire, qu'il a eu des stratégies qui ont fonctionné à un moment donné, qui ont été absolument nécessaires à un moment donné, mais qu'aujourd'hui, peu à peu, avec notre aide et avec l'aide de son conscient, on va peu à peu cheminer vers l'instauration de nouvelles stratégies, d'autres façons d'être au monde, d'autres conduites. Moi, j'aime beaucoup passer par l'humour, par les métaphores. Ça aussi, c'est un atout très, très important dans la thérapie, l'humour et les métaphores. Et donc, par exemple, je donne souvent l'exemple quand les gens n'arrivent pas à comprendre. Je dis, voilà, il est arrivé à tout le monde d'avoir un manteau, un vieux manteau,
dont on sait que le col est élimé, que les coudes sont vraiment complètement abîmés, mais on est tellement bien dedans, on est tellement habitué, on sait bien qu'on devrait le changer. Mais ça nous fait tellement mal au cœur de le jeter. Et tous les jours, on se dit, tiens, tu devrais quand même changer, enlever ce manteau pour en mettre un neuf. Eh bien, il y a tout un travail de maturation. Au fur et à mesure, plus on se répète, il faudrait le changer, il y a mieux ailleurs, il y a un autre manteau qui peut être beau, jusqu'au moment où on peut tout naturellement quitter ce vieux manteau et adopter le nouveau manteau. Mais ça demande parfois un peu de maturation et parfois beaucoup de maturation selon l'importance de cette stratégie à l'origine. Je vais pas vous embêter, on peut pas garder le vieux manteau quand même quelque part, parce que finalement, de temps en temps, quand personne nous voit, on reste dedans. Mais il y a des gens qui peuvent le garder. La résistance au changement du vieux manteau, ça évoque tout à fait le titre de l'opérette dont on parle actuellement. Résiste, montre que tu existes. La fameuse chanson. Ah oui, puis c'est une vieille peau, c'est aussi comme un vieux chien qui s'en va. Je veux dire, il y a un affect avec les vêtements. Il faut du temps. Ça, c'est l'image que je donne pour bien montrer que déjà pour un manteau, il nous faut beaucoup de temps, a fortiori pour des stratégies qui nous ont tellement aidés à survivre et qui nous ont amenés jusque-là. Alors, il y a quelque chose qui est un peu sur ce qu'on est en train de parler. Vous considérez que ça peut être un pictogramme négatif. On pourrait dire donc que ça serait un pictogramme négatif qui serait une sorte de trou noir de la psyché, représentation et affect liés à l'événement. Tout ça s'effondre sur eux-mêmes. Mais comment redonner à un trou noir son statut initial d'étoile irradiante? J'ai bien aimé parce que finalement, c'est vrai qu'il y a un trou noir dans ces phénomènes d'archaïque. Finalement, c'est un trou noir. C'est un endroit où on n'est pas nous. Enfin, il n'y a pas de jeu qui soit petit ou grand. Il y a le jeu qui n'est pas, mais aussi l'effondrement emporte en lui, emporte dans ce trou l'événement, les émotions, et on a l'impression qu'on les a enterrés très loin, et un peu comme si on les avait enterrés dans un cimetière en mettant une magnifique pierre tombale et en pensant que rien n'émerge. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle la toxicité de la crypte, c'est-à-dire de ce trou noir ou de ce tombeau émergent toujours des choses dont on a complètement oublié les racines, mais dont la souffrance ou les vapeurs toxiques nous arrivent à notre psyché, et c'est ça qui nous fait souffrir. Donc tout le travail pour redonner cette énergie, retrouver, ouvrir ce trou noir, ou ouvrir ce tombeau, eh bien, parfois, ça demande de passer par des approches beaucoup plus importantes, qui modifient de façon plus importante le champ de conscience, comme on en avait parlé la dernière fois sur la respiration holotropique. Donc il s'agit de pouvoir penser ce qui est encrypté, ce qui n'est, et de ce fait qui n'est pas jusque-là pensable. Vous dites aussi qu'il faudra apporter, les astrophysiciens ont une réponse simple, et lui apporter à ce trou noir le surcroît d'énergie qui lui a fait défaut. Et là, on va arriver à la transe et à toutes ces thérapies qui sont dans votre livre, parce qu'il y a énormément de choses dans votre livre, donc on peut pas... Mais donc, pour aller voir un peu ce qui se passe dans ce trou-là, il faut secouer un peu le miroir. Oui, c'est une façon de dire secouer le miroir. Je l'aurais pas dit, mais c'est pas mal. En fait, on disait tout à l'heure en début d'émission que, en général, on fonctionne sur un état de conscience vigile ou relativement vigile. Dans certains moments de notre existence dans la journée, nous changeons notre état de conscience. Par exemple, quand on est dans le métro, lorsqu'on conduit, on sait bien qu'on peut être ici et ailleurs en même temps, être ici et conduire de façon automatique et puis penser à ses vacances, à la réunion qu'on vient d'avoir, à la réunion qu'on aura, etc., à ce qu'on va manger à midi, etc. Donc en fait, on est capable de ce qu'on appelle la transe commune quotidienne, qui est cette transe dans laquelle nous entrons tous de façon régulière, toutes les heures et demie dans la journée, parce que c'est important. Eh bien, ces approches comme la respiration holotropique permettent, l'hypnose érectionnelle et la respiration holotropique, d'augmenter et d'ouvrir encore davantage cet état de conscience pour que, un peu comme un radar qui serait beaucoup plus large et beaucoup plus grand, qui irait chercher les informations dont le sujet a besoin. C'est-à-dire qu'il se trouve dans ce trou noir, qui se trouve dans son histoire, qui se trouve dans sa gestation, dont il a besoin pour résoudre ce qu'il a besoin de résoudre à ce moment précis de son existence. Donc un peu, c'est comme si on ouvrait un grand radar et puis il va chercher à ce moment-là ce dont il a fondamentalement besoin à ce moment-là.
pour évoluer également. Et puis c'est des thérapies. Pour évoluer, guérir. C'est des thérapies anciennes. Là, on revient au début du livre, justement avec Raymond Moody et son cabinet noir. Là, ce sont des thérapies très très anciennes de faire rentrer les gens dans des transes. Ça a toujours existé depuis que les temples existent, depuis que les guérisseurs existent, depuis que les rites initiatiques existent, donc depuis, on va dire, la nuit des temps. Il y a toujours eu, effectivement, l'être humain a toujours, dans les grottes d'ailleurs de Lascaux, on le sait aussi maintenant, l'être humain a eu besoin de modifier son état de conscience, alors avec des tambours, des musiques, ou bien une isolation sensorielle au fond des temples. Tout dépendait des régions, des régions. Par exemple, dans le temple d'Épidore, où les gens pouvaient entrer, on sait maintenant qu'il y avait des fumigations de laurier, il y avait une isolation qui faisait que les gens avaient un rêve dans la nuit par rapport à leur maladie. Donc depuis la nuit des temps, effectivement, de siècle en siècle ou de dizaine en dizaine d'années, bien on recrée ça, on croit qu'on réinvente. En fait, on redonne un habit neuf, un habit actuel à des pratiques. Donc Moody, effectivement, s'est réinspiré de ce qui s'était fait dans la Grèce antique. Sous la forme de ces chaudrons dans lesquels les gens pouvaient, avec la surface de l'eau dans laquelle on pouvait se mirer comme dans un miroir, pouvaient entrer en relation avec leur esprit, l'esprit des morts, etc. pour avoir des réponses sur leur vie actuelle et sur leur maladie et des réponses sur leur guérison. Oui, et puis je sais plus comment s'appelait, un psychophanum, je sais plus. Psychomantéum. Alors ça, c'est le psychomantéum, donc ça s'appelait ça, c'est-à-dire la pièce de Mancy, la Mancy de la psyché, la Mancy psychique, spirit. Mancy, ça veut dire... de voir, comme une voyance, la possibilité de voir. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Moody avait parlé des NDE, ça tout le monde le sait, des morts cliniques, des expériences aux abords de la mort. Et j'ai eu la chance de travailler avec lui sur ce système nouveau qu'il avait mis en place, à savoir ce psychomantéum. Il s'est rendu compte que dans la majeure partie des gens autour de la mort, c'était très intéressé par les phénomènes autour de la mort, pas mal de personnes avaient demandé après la perte de quelqu'un de proche, disaient mais si j'avais simplement 5 minutes de plus pour lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire que je l'aimais, j'ai pas pu lui dire au revoir, j'ai pas pu lui dire des mots importants que j'ai toujours gardés parce que je me disais que j'avais le temps ou je n'osais pas. Et donc il a eu l'idée de recréer ça, qui est un système très particulier avec un miroir dans lequel on se mire pas, enfin qu'on a repris nous à l'ICLP, et qui permet en fait en une journée d'accompagnement autour du mort et autour de la relation du sujet au mort, des pleurs, des larmes, des choses importantes, des choses plus minimes, de ce que le mort aimait, de leur relation, d'évoquer tout cela, puis d'être dans ce psychomantéum tout seul face à ce qu'on vient d'évoquer et d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et un certain nombre de phénomènes se passent, dits paranormaux et autres, et surtout un travail, on parlait tout à l'heure de processus, un travail intérieur, un processus qui faisait qu'à la fin de la journée, la personne qui était arrivée le matin dans un état de grande souffrance à l'égard de ce deuil mal ou non fait, de cette impossibilité d'accepter la perte, et à la fin de la journée, il y avait un changement total, il y a toujours un changement total dans la relation du sujet à la personne, comme si c'était, quelque chose était enfin parvenu à maturation et qu'on pouvait le dépasser. Oui. Ce que je voulais ajouter aussi, qui est très singulier dans ce travail, c'est que, alors que classiquement, un travail de deuil, ça demande des semaines, classiquement, parfois des mois, voire des années. On peut dire que par le dispositif mis en place et par le fait qu'il s'agit d'une forme de thérapie non-stop et qui se réalise sur 10 heures consécutives, on peut dire qu'il y a là un travail psychique qui peut se faire d'une façon relativement rapide. 10 heures, c'est finalement peu de choses, alors que dans tous les livres qui traitent du deuil, on parle de nécessité de plusieurs mois pour arriver à surmonter et à réaliser ce même travail. Oui, moi je pensais que Moody finalement se posait la question de savoir, puisqu'il a beaucoup travaillé sur les expériences de mort imminente, s'il était possible de communiquer, parce qu'il y a plein de gens qui ont communiqué avec des défunts quand ils sont passés de l'autre côté, s'il était possible de communiquer avec eux sans être mort ou sans être passé par ces expériences
de mort imminente. Donc dans votre psycho-mentium, est-ce que c'est une communication avec... Alors, évidemment, quand les personnes arrivent, certaines personnes voudraient communiquer. Évidemment, c'est humain de savoir que si la personne que j'ai perdue, je l'ai pas vraiment perdue. Donc le travail de deuil implique quand même qu'on accepte que d'une certaine façon, quelles que soient nos croyances, nous avons perdu la personne puisqu'elle a été incinérée ou enterrée et que de toute façon, cette relation-là a été terminée. Qu'après, il existe autre chose, qu'on croit au paradis, à la vie après la vie. C'est les croyances de chacun. Mais quand les gens arrivent, évidemment, ils peuvent avoir cette attente. Mais comme on le dit souvent, à l'ICLP, nous n'avons pas de croyances particulières, nous ne fermons pas. Les gens viennent avec leurs croyances et travaillent. Donc il y a des gens qui vont entrer dans le psychomantéum avec l'idée de rencontrer, comme Moody l'a si bien décrit, de rencontrer l'esprit de leur décédé. Pourquoi pas, c'est-à-dire c'est laisser libre cours, puisque dans l'espace du psychomantéum, une fois le travail d'évocation, de discussion, de pleurs, de rires, de larmes, etc. autour du défunt, une fois qu'on a un peu remué tout cela, enfin c'est un peu presque en suspension dans l'espace du cabinet. C'est en groupe, Non, c'est un accompagnement individuel sur une journée. À ce moment-là, la personne est placée seule face à un miroir dans lequel elle ne se voit pas, avec l'idée de laisser venir à elle, de laisser advenir tout ce qui se présente et que ça fera partie de son expérience. C'est une cabine fermée avec en noir, en fait, etc. Ça doit faire peur. Non, parce que les gens savent qu'ils peuvent m'appeler, que je suis à côté. Ils sont pas enfermés, ils peuvent sortir. Non, ils peuvent sortir comme ils veulent. Il y a aucun souci. Et même d'ailleurs, ils en demandent encore plus les personnes parce que c'est tout à coup un état d'apaisement, comme deux cas qu'on a présentés dans ce livre, un état d'apaisement et surtout un état de modification. Qu'après ils disent. Je vais donner l'exemple, par exemple, de ce jeune homme qui était venu à la suite d'un deuil absolument impossible à faire d'une jeune fille, de sa fiancée. Donc évidemment parée de toutes les qualités. C'est vrai qu'elle était très belle quand j'ai vu une jeune fille de 17-18 ans morte brutalement d'un arrêt cardiaque. Bon. Et donc ce jeune homme avait été entré dans un état c'était clochardisé, pour lui c'était fini, etc. Et puis par hasard, je ne sais plus, quelqu'un lui a parlé de cet accompagnement. Et donc, lui, il est venu avec l'idée que s'il n'avait pas de relation avec cet esprit, s'il n'avait pas une réponse, il se tuerait, il n'y avait pas de... Donc, il irait la rejoindre. Donc évidemment, j'allais pas lui dire non, il n'y a rien, moi je crois pas, ou je crois, c'est pas mon rôle. Et donc, quand il est après le travail, on a regardé les photos, il a pleuré, il a ri, comme toutes les personnes qui parlent de leur personne décédée. Lorsqu'il a été placé dans le psychomantéum, ce qu'il a raconté ensuite, puisqu'une fois sorti du psychomantéum, ils font le récit, ils racontent un peu ce qui s'est passé, pour que j'ai un peu une idée, et pour qu'on puisse un peu élaborer ce qui s'est passé dans la cabine. Eh bien, il m'a raconté beaucoup de choses, mais dont une chose très précise, qui a été à mon avis à l'origine de son changement. Il a eu tout à coup le sentiment qu'il y avait des volutes qui dansaient dans le miroir. Il était un peu perplexe, en se demandant ce que c'était. Puis là, une volute s'est détachée du miroir et s'est mise à danser autour de lui. Donc au début, il a eu peur et brutalement, il a cru que, je sais pas, un fantôme. Oui, ou un fantôme, oui. Ou je ne sais qui. Oui. Parce qu'on peut attendre de communiquer avec les esprits, mais on a en général très peur aussi que ça arrive, que les fantômes arrivent. Eh bien, donc... Et il a vu cette volute. Et il a été frappé après le premier mouvement de recul, il a été frappé de sentir un apaisement absolument qu'il n'avait plus jamais éprouvé depuis des années, depuis la mort de cette jeune fille. Un apaisement comme si on faisait descendre en lui un sentiment de calme, de quiétude, etc. Et ce n'est qu'après qu'il a fait tout seul le lien en disant mais cette volute qui dansait autour de moi, mais mon ami, ma fiancée, aimait beaucoup la danse. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ceci, il n'a pas dit cela, il n'a pas dit je crois que, alors qu'il était arrivé en espérant communiquer avec l'esprit de sa fiancée. Eh bien, ça lui a suffi. Quelque chose en lui, c'est un travail, comme on dit, c'est fait en lui. C'est apaisé et il a pu reprendre sa vie tranquillement à la suite de cette journée. Merci.
Et toujours de la musique que dans Rissoul, des fois il se passe des choses derrière des miroirs. C'est ce que vient de nous expliquer Johar Sy Ahmed, qui est aussi avec Gérard Leroy Terquem pour les processus de guérison. Donc on a vu beaucoup de choses dans l'émission. On en est, on pourrait parler du refoulement aussi, parce que finalement c'est aussi ce qui fait que on guérit pas. Elle vous donne la parole. Oui, enfin, sauf que le refoulement, donc, qui est impliqué dans le processus de la maladie, n'est pas un refoulement au sens où on l'entend habituellement. Hein. C'est on parlait d'archaïque tout à l'heure. C'est une sorte d'engrammation, hein, ou dans des mémoires corporelles, car les relations du corps et de la psyché jouent là un rôle absolument essentiel. Donc le refoulement on peut dire est beaucoup plus radical, hein, qu'un simple refoulement au sens habituel, c'est-à-dire au sens que lui donnerait Freud, hein, donc qui serait un refoulement qui peut faire retour. Là, le refoulement dont il s'agit ne peut pas faire retour. Hein. Pour la maladie ? Oui. Parce que vous dites, ce qui est refoulé ne manque jamais de faire retour, et évidemment sous des formes hautement pathologiques, que ce soit toxicomanie, alcoolisme, rêve party, excès de la passion footballistique, pathologie des foules, fanatisme de tout ordre, jeu du foulard. Là, je parlais nous parlions d'un refoulement très particulier, qui est le refoulement de la transe, c'est-à-dire d'une certaine pratique, des états de conscience modifiés, qui est très ritualisé dans les sociétés traditionnelles et qui, c'est vrai, est très largement refoulé dans les sociétés occidentales. C'est donc le retour de refoulé. On peut dire une tabouisation de la transe, dont un ethnopsychiatre du nom de Georges Lapassade a beaucoup parlé. Georges Lapassade a évoqué la société occidentale comme une société sans transe. Oui, c'est marqué. Nous sommes une société sans transe. Et donc, c'est au niveau sociétal que s'est joué ce refoulement, un refoulement dans lequel il est possible que la chrétienté ait joué un très grand rôle. Puis, l'avènement également du siècle des Lumières, qui est celui de la raison, qui laissait évidemment très peu de place à la pratique de la transe. Et puis, aussi est venu en rajouter une couche, si l'on peut dire, les débuts de la psychanalyse avec l'abandon par Freud de la pratique de l'hypnose, une forme de transe parmi d'autres. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Johar Sy Ahmed, on est en transe à peu près toutes les heures et demie. C'est ça, on est en transe, on est en mini-transe, en transe quotidienne, toutes les heures et demie à peu près. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les séminaires, par exemple, il y a des pauses, les animateurs de séminaires le savent, il y a des pauses toutes les heures, un quart, une heure et demie, parce que c'est le moment où le tonus corporel commence à se relâcher, où on est moins à l'écoute de l'animateur, du prof, etc. Et donc, c'est important de tenir compte de ces rythmes que l'on a tous. Dans les sociétés dites traditionnelles, il y a les rites traditionnels, même plus modernes, pas traditionnels seulement au sens de très anciennes, mais il y a des rites effectivement, comme on vient de le rappeler, des rites de passage qui vont scander le passage d'un état à un autre, et qui fait que on est sensible et on vit dans sa chair et dans son âme que l'on traverse ce qu'on appelle des processus de mort-renaissance, mort symbolique évidemment, toute notre vie, c'est-à-dire à certains passages. On peut le retrouver dans certaines, par exemple, dans les communions, dans les circoncisions, qui sont effectivement des moments clés de l'existence. Mais ces moments clés étaient ritualisés. Ils ne le sont plus du tout aujourd'hui ritualisés. Donc, quand on parlait du retour de refoulé, on parlait de ça, c'est-à-dire cette espèce de capacité d'entrer dans ces états de conscience, de pouvoir contacter des choses différentes. Donc fait défaut. Oui. Donc c'est pour ça qu'on tombe dans la toxicomanie, l'alcoolisme et ces choses-là. Qui sont des trans avortés. On appelle nous ça des trans avortés. Oui. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la transe ou l'entrée dans ces états de conscience modifiés ou très modifiés n'est pas seulement l'occasion de rituels dans les sociétés traditionnelles, mais il s'agit là d'une
nécessité neurophysiologique de base, hein, ce qui a été l'objet des travaux d'un neuropsychologue américain du nom de Charles Tart. Hein, donc il y a là une sorte de nécessité qui est de l'ordre d'un besoin de base qui, lorsqu'il n'est pas satisfait, va se réaliser sous des formes pathologiques. Alors, on a cité dans notre livre plusieurs exemples. Les excès de la passion footballistique, hein, où là, c'est toute une foule qui rentre dans ces états de conscience légèrement ou parfois plus fortement modifiés, avec ce sentiment d'appartenir à un champ psychique commun, à un grand tout, hein, et ce qui peut parfois conduire à puisqu'il y a aucun c'est la religion de maintenant, d'une certaine façon, mais comme ces entrées en état de conscience ne sont absolument pas cadrées, ça aboutit parfois à des catastrophes, à des meurtres, à des débordements de foule, et voilà. Oui. Alors, l'alcoolisme et la toxicomanie peuvent aussi être considérés à travers cette conception. De même, le jeu du foulard, hein, en créant une anoxie, par strangulation, on entre, hein, ou l'enfant, parce qu'il s'agit la plupart du temps d'enfants, rentre dans cet état de conscience modifiée et parfois en meurt. Hein, et c'est comme ça qu'on peut aussi expliquer que il y a, ne serait-ce qu'en France, plusieurs dizaines d'enfants qui en meurent chaque année. Hein, sans que d'ailleurs les parents ou les pouvoirs publics ou qui que ce soit puissent invoquer la vraie raison de ce phénomène très étrange et tragique. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que ces toxicomanies, l'alcoolisme et les toxicomanies, que je disais tout à l'heure, ce sont des trans avortés, c'est parce qu'il y a une quête de quelque chose d'autre. Il y a une quête, on dit ça, de niveau élevé de l'être. Hein. Tout le monde a besoin de s'élever, a besoin de connaître ce qu'on appelle les aspects élevés de notre vie psychique et de notre être. Donc la toxicomanie, c'est une quête de ça, mais qui est là aussi déroutée. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un cadre, dans un accompagnement, dans une initiation, quelle que soit cette initiation, ça peut être aussi d'apprendre un métier ou d'apprendre autre chose, eh bien, elle est déroutée, ce qui fait que les gens s'alcoolisent ou prennent des drogues de façon itérative en cherchant toujours quelque chose évidemment, qu'ils n'arrivent pas à trouver. Donc, d'où la possibilité notamment pour ces pathologies, de leur offrir un espace où ils peuvent ouvrir plus largement leur champ de conscience, sans les effets de la drogue, et pouvoir aller chercher ce qu'ils ont besoin de chercher en eux-mêmes et dans le groupe. Vous avez parlé de Stanislas Grof, de la respiration holotropique, mais ça c'était dans l'émission qu'on avait fait la dernière fois, donc je vous conseille, si ça vous intéresse, elle est sur YouTube. Quand vous tapez mon nom, Joël Verin, V-E-R-I-N, vous allez trouver votre émission, et vous avez trouvé aussi sur Hammer, parce que j'avais remis des vidéos de crève-cœur de je crois que c'est Jean-Jacques, son prénom de crève-cœur, et sur la médecine du docteur Hammer. En conclusion de votre livre, vous dites, vous nous ramenez au titre même du livre, accueillir et déployer ses émotions pour guérir. Vous dites que finalement, en conclusion, c'est vraiment le déploiement qu'il faut trouver, c'est-à-dire le déploiement des problèmes, enfin de la problématique. Alors, je vais donner un exemple. Dans la vie, lorsque on souffre de quelque chose, d'une angoisse, d'une envie de hurler, de taper sur quelqu'un, bien en général, sauf cas exceptionnel, on se maîtrise, on censure cela parce qu'il faut faire face à ses obligations, parce qu'on vous ramasserait dans la rue pour vous emmener en hôpital psychiatrique ou au commissariat. Parce que ça se fait pas. Et parce que ça ne se fait pas, et parce que on a à gérer sa famille, son milieu professionnel, etc. Lorsque on donne un espace où ce qui va surgir, quelle que soit la façon dont cela surgira, sera autorisé à aller jusqu'au bout. Eh bien, au lieu d'avoir une forme qui bégaye, qui se remet toujours en scène, qui bégaye et qui recommence, j'ai toujours mal à la tête, j'ai toujours les mêmes symptômes, j'ai toujours les mêmes crises d'angoisse, sans que jamais ça puisse déboucher sur quelque chose d'autre, eh bien là, en donnant
parole, si je puis dire, corporelle, sensorielle, à ces symptômes, à ces symptomatologies, à ce qui va se présenter, eh bien, ça va aller jusqu'au bout. Et au lieu de bégayer, la forme pleine va se déployer. Et alors, soit, à ce moment-là, on voit apparaître le symptôme qui se cachait depuis très longtemps derrière ce symptôme qui était au devant de la scène et qui faisait bégayer, ou bien, c'est vraiment ce symptôme-là qui a été à son achèvement. Et, comme je le disais tout à l'heure, on arrive à la résolution de la symptomatologie et un apaisement intérieur profond. Alors, pour ça, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, simplement, enfin, c'est implicite dans ce que Djohar vient de dire, accueillir et déployer ses émotions dans un cadre thérapeutique adapté. Voilà. Ben oui, parce que de toute façon, si c'est pas dans un cadre comme c'était sûrement bien caché, ça se montrera pas le bout de son nez. Donc pour ça, il faut quand même transgresser. C'est la fin de votre livre. Il faut être capable de transgresser certains tabous. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut du courage pour les thérapeutes. Et pour le patient. Et pour le patient, parce que c'est pas facile non plus. Oui, il y a deux volets à considérer dans cette affaire. Deux volets. Donc le premier, c'est que il faut être, en tant que thérapeute, sortir un peu de du côté cosy de son cabinet où on touche pas le patient et on est protégé un peu justement des débordements émotionnels. Donc il y a du courage, mais un grand courage du côté du patient parce qu'il faut oser entrer, s'interroger, se regarder, se poser la question des raisons profondes et se remettre en question. En face du miroir. Voilà, et en face du miroir. Alors, il faut une neutralité bienveillante en ce qui concerne le thérapeute, de l'humour, vous l'avez dit. Et puis l'humour, ça va pas sans l'amour. Ça, s'il y a pas d'humour, s'il y a pas d'amour, s'il y a pas de neutralité bienveillante, de transgression des lois et du courage, il y aura beaucoup de difficultés à pouvoir déployer ces émotions pour guérir. Moi, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce que vous faites à l'IMI, l'Institut Métapsychique, et il nous reste pas tout à fait un quart d'heure. Donc, à l'Institut Métapsychique, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois, mais nous avons repris donc avec Mario Varvouglis, qui est le président, et d'autres personnes. Nous sommes à peu près maintenant peut-être 14 personnes qui constituent le comité directeur de l'IMI, qui est aussi intéressé effectivement donc par l'étude de la métapsychique, c'est-à-dire le nom français qu'on a gardé de parapsychologie. Parapsychologie est un mot qui a été forgé par les Américains dans les années 30 et qui est revenu un peu en France. Et en France, on appelle ça métapsychique du nom qui avait été forgé par Richer. Par Richer, qui a été un des fondateurs de l'Institut Métapsychique en 1919. Avec Flammarion. Avec Flammarion et Gelé. Docteur Gelé et Santo Liquido, qui étaient tous des médecins très très impliqués dans ces phénomènes-là. Donc nous allons bientôt fêter le centenaire de l'IMI en 2019, c'est-à-dire dans 4 ans. Donc c'est en fait un lieu qui on a chacun nos parcours, donc on a chacun nos spécificités. Donc il y a de la recherche, il y a quelques expériences qui vont être lancées d'ailleurs, relancées qui vont être des expériences de télépathie, avec des sujets qui viennent de l'extérieur. Moi, je m'occupe plus précisément de ce qu'on appelle la parapsychologie clinique, c'est-à-dire je reçois, je les dispatche quand je peux, les personnes qui viennent, dont la souffrance s'exprime pas à travers des phénomènes paranormaux. Donc on dirait, je suis le siège de phénomènes paranormaux, de psychokinèse, c'est-à-dire d'action sur la matière, de lits qui bougent ou de phénomènes un peu incompréhensibles, sans que ces personnes soient psychiatriques, quoi, sans que ces personnes délirent. Parfois, il y a un continuum entre des phénomènes paranormaux et un délire, mais elles ont besoin d'une approche spécifique, c'est-à-dire de les entendre déjà par rapport à ces phénomènes qui se sont passés. Elles ont envie d'être entendues, oui, parce que c'est pas facile de vivre des choses comme ça. Il y a l'ICPL aussi, qui est l'Institut des champs limites de la psyché. Ça se passe là-bas aussi, non? Non, pas du tout. L'IMI, c'est l'Institut Métapsychique International qui est rue de l'Aqueduc. L'ICLP, c'est ce que nous avons cofondé avec Gérard Leroy-Tercam il y a maintenant, en 1988, je crois. C'est là où il y a le psychophanum, c'est là où il y a le psychomantéum. Donc c'est notre institut de psychothérapie, de psychomantéum, de respiration holotropique, de groupe d'entraînement. C'est notre institut. C'est là où nous travaillons, où nous proposons toutes ces approches dont nous avons parlé dans cet ouvrage. Un centre de formation aussi. C'est un centre de formation aussi nous apprenons à des gens qui sont des thérapeutes déjà formés, mais nous leur apprenons à utiliser justement ces approches un peu
à la périphérie des champs limites, comme on les a appelés, c'est-à-dire des choses qu'on n'apprend pas à l'université, qu'on n'apprend pas dans les cursus classiques, qui sont le travail de respiration holotropique, l'hypnose ericksonienne, la PNL, et aussi quelque chose qui nous amuse beaucoup, bien que ça ait des effets extraordinaires, ce sont les groupes d'entraînement à la télépathie, qui sont effectivement, on apprend aux gens à se connecter, on en avait parlé la dernière fois, se connecter avec leur intuition et à la développer. Comment développer son intuition, même si on a l'esprit fermé, ça c'était votre dernier livre avant. Et donc dans ces groupes, il se passe des choses étonnantes. Alors il se passe des choses étonnantes, c'est-à-dire qu'au début, les gens viennent souvent avec soi, ils ont déjà des phénomènes dans leur vie de télépathie, de rêves prémonitoires. Soit ils ont très peur de ce qui peut arriver, quel que soit l'endroit où ils sont. En fait, on leur apprend que c'est une désinhibition de cette fonction. C'est-à-dire qu'on croit toujours qu'il y a ceux qui sont télépathes, ceux qui ont des rêves, et puis les autres qui n'en ont pas. En fait, on se rend compte que certains sont beaucoup plus proches du fait de leurs problématiques, plus proches de ces phénomènes-là, et que d'autres le sont moins. Donc, dans ces groupes, on leur apprend à désinhiber cette fonction, parce que dans notre histoire, on parlait tout à l'heure de la mère archaïque, de la mère des origines, eh bien, quand nous étions bébés, quand nous étions fœtus, nous communiquions avec notre mère sur un mode télépathique, puisque à l'époque, la mère devait deviner ce qui se passait dans la psyché de l'enfant, et l'enfant ne pouvait pas dire j'ai mal, j'ai froid ou je suis mouillé. Il fallait que ces choses-là passent à un autre niveau. Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, le fœtus et la mère, ou le bébé et la mère, partagent un champ psychique commun. Donc il y a une espèce de communication intrapsychique entre la mère et le bébé. Donc, qui perdure d'ailleurs. Voilà, mais quand on grandit... Qui perdure, parce que souvent une mère, si son fils meurt à la guerre, elle reçoit la balle en même temps. Elle le reçoit tout de suite, mais ou une mère qui tout à coup se lève au milieu de la nuit, brutalement, sans raison aucune, elle va se précipiter dans la chambre de son enfant, et elle trouve juste qu'à ce moment-là, elle le sauve de peut-être qu'il est en train d'étouffer, ou il était en train de tomber de son lit, elle le sauve in extremis. Effectivement, c'est qu'elle a perçu télépathiquement que son enfant avait besoin de son aide. Et souvent, on a beaucoup de récits. Donc là, à l'IMI, à l'Institut Métapsychique, nous collectons aussi ce genre d'informations. Mais à l'ICLP, donc, dans ces groupes de télépathie, nous apprenons aux gens, à partir d'envoi-réception d'histoires, d'envoi-réception de scénarios, nous leur apprenons à commencer à apprendre à faire la bipartition entre ce qu'il y a dans ma tête, ce qui m'appartient, et ce qui appartient à l'autre. Oui, ce que vous expliquiez aussi, c'est que ça permet aussi à des gens qui ont l'impression de recevoir des messages, de savoir si vraiment ils sont télépathes ou s'ils se montrent pas un peu des histoires. C'est-à-dire de pouvoir mettre en... de pouvoir vérifier si ce qu'on a l'impression d'entendre dans la tête de l'autre, ça l'est vraiment. C'est une preuve aussi. C'est pas mal pour des gens qui ont un peu des dédoublements de personnalité, non? Oui, enfin, c'est aussi une des facettes de ce qu'on peut proposer dans ces groupes où on apprend à faire la bipartition entre ce qui vient de soi ou ce qui vient de l'autre. Ouais. C'est aussi un aspect qu'on a pu aborder dans le livre sur l'intuition dont vous parliez. Donc vous retrouverez cette émission qui était plus sur tout ce qui se passe dans cet institut métapsychique et puis sur cet institut des champs limites de la psyché. Dans le 15e. Dans le 15e. De toute façon, si vous tapez Johar Si Ahmed, D-J-O-H-A-R, Si Ahmed, vous verrez, il y a les deux sites qui apparaissent. Vous êtes dans les deux sites aussi, vous? Non, uniquement dans le site de l'ICLP. D'accord. Et l'autre, non, ça vous... Je ne fais pas partie de l'autre. Ça vous intéresse pas? C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais il faut aussi limiter ses champs d'intérêt. Oui, et puis ça vous permet d'être un peu chacun de votre côté. Pourquoi vous tenez la bouche comme ça? J'ai posé la question qui tue. Non, c'est pas la question qui tue, c'est simplement que c'est beaucoup d'investissement à l'IMI parce qu'on est bénévole, donc on fait ça en plus de notre travail. Et moi, j'y suis investie, par exemple, surtout pour la recherche, pour les expériences et pour la consultation des personnes qui présentent des phénomènes dits paranormaux, mais pour lesquels aussi il faut faire la bipartition. Il faut leur apprendre à décoder ce qui est vraiment de l'ordre de la télépathie et ce qui est peut-être de l'ordre de l'interprétation. Et comment on peut faire pour aller à l'IMI, alors quelqu'un qui aurait vraiment des problèmes, qui entendrait des voix ou qui verrait des fantômes? Alors on téléphone d'abord à l'IMI parce que c'est pas ouvert. Ensuite, la secrétaire dispatch, en général elle me les envoie, elle m'envoie les mails, et moi, en fonction du lieu d'habitation de la personne, si je peux trouver il y a quelques thérapeutes par exemple,
Mais tout pareil, la région parisienne, c'est moi. C'est moi qui les reçois. Donc en général, forcément un thérapeute. C'est-à-dire que la personne, quand on les voit, elle va se retrouver forcément en thérapie. C'est pas forcément, mais en thérapie, avec justement, on a fondé, depuis 2007, on a fondé, à partir d'un institut allemand, et ensuite on l'a aussi organisé à Paris, ce qu'on a un titre spécifique qui n'existait pas jusque-là, qui est le titre de parapsychologue clinicien. C'est-à-dire, il faut être à la fois au fait des phénomènes paranormaux, il faut savoir ce que c'est, mais il faut être aussi un clinicien, c'est-à-dire il faut être psy, un vrai psy qui avait des vraies études et qui peut articuler ces deux champs. Parce que quelqu'un qui vient, s'il va dans un cadre classique, en psychiatrie classique, vous lui dites, il dit voilà, je suis sûr que je perçois ce qui se passe dans la tête du voisin, on va lui dire monsieur, vous délirez, donc il va le mettre sous médoc, ou sous camisole. Donc il faut vraiment, c'est une double casquette très importante que l'on a et qui a un titre maintenant depuis 2007. C'est un titre de parapsychologue clinicien. Ça a été fondé officiellement. On a fait le premier colloque en 2007, le premier colloque européen de parapsychologie clinique. Donc c'est quand même intéressant. Il y a des portes ouvertes de temps en temps à l'IMI. Alors alors maintenant, ce qui est très intéressant à l'IMI, il y a on a fondé maintenant il y a quelques années la Société des Amis de l'IMI, l'AIMI, ce qui fait qui organise des conférences, des ateliers. Donc il suffit d'aller sur le site de l'IMI www.metapsychique.org. www.metapsychique.org, eh bien, on a sur la page d'accueil les conférences. Il y a aussi un groupe de parole pour les personnes qui ont des problèmes de ce type, de paranormaux, qui savent pas trop, qui ont eu des expériences un peu bizarres, dont ils savent pas trop à quoi penser, ils ne savent pas trop quoi penser. Eh bien, il y a un groupe dirigé par un psychologue dans lequel c'est un groupe de parole où elles peuvent raconter leur expérience. C'est un peu comme l'INRES finalement. Ils se ressemblent un peu sur les mêmes, moins sur les expériences de mort imminente peut-être. Moins et aussi, et c'est beaucoup moins. C'est-à-dire l'INRES, ça a juste un titre il brasse beaucoup d'informations, il brasse beaucoup de gens, mais c'est pas dans la recherche limite et a quand même une vocation de recherche. Oui. C'est dans ses statuts et on est une petite fondation, on n'est pas dans le grand. On fait pas de conférences à très très grand public. Donc ça serait bien de ceux qui ont envie d'aider cette fondation, parce que je pense que financièrement ça doit pas, c'est pas quelque chose qui fonctionne. D'aider un peu l'INRI. En adhérant notamment à l'AIMI. Ouais. Ok, je vous remercie tous les deux, Gérald Leroy Terquem. Merci à vous. Et Johar Si Ahmed. C'était les processus de guérison, accueillir et déployer ses émotions pour guérir aux éditions d'Angle, et retrouver la première émission et le livre sur comment développer son intuition même quand on a l'esprit fermé. Oui. Et c'était chez d'Angle. Chez Solar. C'était chez Solar. Un petit mot juste chacun pour finir. J'ai été très content de participer à cette émission qui, c'est bien. Oui, effectivement, brasse des idées peu communes, pas encore très diffusées, mais qui, je l'espère, vont suivre leur chemin. Oui, moi aussi, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en écoutant les passages que vous lisiez du livre, on se rend compte en fait, ce livre a été écrit aussi parce que c'est c'est quasiment 30 années de travail et de réflexion sur la thérapie, sur pourquoi on guérit pas, comment on guérit, comment on peut avancer, comment on peut faire du surplace. Oui, puis ça nous fait, pour celui qui lit, il voit des choses forcément qui lui correspondent. Exactement. Et les différentes approches, pour voir qu'il n'y a pas une approche applicable à tout le monde. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi.